Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette autre édition de Regard social sur Equinox Télévision. Elle est âgée de 6 ans et déjà dans la souffrance d'une maladie inconnue. Née sous le ciel du Gabon, à côté, c'est un pays voisin au Cameroun. La petite merveille, orpheline des mères, depuis pratiquement 2 ans, depuis l'âge de 2 ans, est donc la source de dépenses de sa famille. Une famille en proie à plusieurs difficultés aujourd'hui, faute de moyens financiers. Cette famille qui a besoin de vous, qui a besoin de nous pour pouvoir sauver la petite merveille. Et pour ce soir, Regard social tente de comprendre un peu les causes de cette souffrance qui traumatise l'existence de ces dernières depuis plusieurs années. Et Regard social vous ouvre les portes et les cœurs en même temps pour pouvoir accueillir tout ce que vous aurez pour aider également cette dernière et à retrouver le sourire. Surtout, être comme des enfants de son âge. Bonsoir à tous, une fois de plus, bienvenue. C'est Regard social. Elle est avec nous sur ce plateau, elle n'est pas seule, elle a à ses côtés sa tante, celle qui la suit depuis le décès de sa maman, qui la contrôle, qui la suit, qui s'occupe d'elle au quotidien. Elle nous dira comment est-ce que cette fillette vit depuis plusieurs années avec cette douleur qu'elle ne cesse de supporter depuis pratiquement plusieurs années. Doris Ngafou, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes la tante de Merveille. Oui. Et vous êtes avec nous ce soir, également sur ce plateau. De quoi souffre-t-elle puisqu'elle est malade? Merveille souffre d'une maladie inconnue. Elle souffre, mais on ne sait pas de quoi elle souffre. Comme vous pouvez vous-même voir, elle a un pied plus gros que l'autre et qui ne fait que grossir au fur et à mesure qu'elle grandit. Et c'est depuis quand tout ça? Depuis la naissance déjà, elle avait le talon était mou. Le constat a été fait 1 mois après. Et depuis ce temps-là, on a commencé à marcher dans les hôpitaux sans suite. Et plus le temps passe, plus le pied grossit. Ça fait mal, ça démange, ça pèse. On la porte. Tout ce qu'elle veut faire, on fait à sa place. Elle ne peut pas jouer avec les autres enfants. Même parfois, quand les autres enfants essaient même de jouer avec elle, elle a peur qu'on va étouffer son pied. Vous êtes allé à l'hôpital avec elle? Vous avez fait quoi lorsque vous avez constaté dès la naissance qu'elle avait un problème au niveau de son pied droit? Elle a été à l'hôpital. On l'a amenée dans plusieurs hôpitaux. Depuis le Gabon d'abord. Et après le Gabon, elle a été envoyée à Bamenda. Et à Bamenda, elle avait 2 mois. On l'a amenée à Bafout, dans un centre de santé à Bafout. Bon, là, on faisait un massage. Chaque fois, on faisait le massage, on bandait le pied, on fait le massage, on bande. Après un temps, on a fabriqué les chaussures. Et elle est retournée au Gabon avec sa maman. Puisqu'on avait demandé qu'on revienne quand elle va commencer à marcher. On est donc revenu quand elle marchait déjà, le pied était déjà très gros. Elle marchait à peine. Elle se battait quand même pour elle traînait ça au sol, elle tirait. Ça balayait le sol. Et ça pesait vraiment. Après ça, quand on l'a amenée à Bingbingo, toujours à Bamenda. Et à Bingbingo, on a regardé le pied, on a touché, on a dit qu'il fallait qu'on revienne quand elle aura 5 ans pour qu'on opère le pied. Parce que le docteur avait dit qu'on pouvait opérer, mais qu'elle était encore trop jeune pour ce genre d'opération. Qu'on l'amène quand elle aura 5 ans. On opérait quoi? Est-ce qu'on sait de quoi elle souffre? Jusque-là, on ne savait pas toujours de quoi elle souffrait. Puisqu'on n'avait même pas fait un examen. Le docteur avait juste regardé le pied, il avait touché avec ses mains, il avait touché avec ses doigts, massé un peu avec ses doigts. Et il a donc dit qu'on peut opérer, mais qu'elle était trop jeune. Qu'on l'amène quand elle aura 5 ans.
Alors, lorsqu'elle naît, elle fait la navette entre le Cameroun et le Gabon parce que ses parents sont là-bas ou alors étaient là-bas. Elle revient au pays et vous tentez d'aller rencontrer les tradipraticiens également. Oui. Quand on a fait les tours des hôpitaux, Bamenda, Yaoundé, Douala, sans suite, on commence chez les marabouts au moment où on l'amène dans une église de réveil. Après un temps, c'était pour rencontrer un pasteur, le prophète de l'église. Après un temps, le pasteur de l'église vient, il dit, le prophète a dit si la population n'est pas encore au niveau de 1000, il ne peut pas venir. Et lui, le pasteur, donc dit à la nourrice, en ce moment-là, Merveille était avec la femme du petit frère de son papa. Elle avait 2 ans. C'est là où le monsieur lui dit, vous perdez d'ailleurs votre temps, elle va mourir. Arrêtez de monter, arrêtez d'aller à gauche, à droite, ça ne sert à rien. C'est le pasteur qui le dit? C'est le pasteur qui lui dit ça. C'est là où elle rentre, elle appelle ma maman. Elle dit à ma maman, voilà ce que le pasteur là vient de dire. Ma maman m'appelle, elle me dit, j'étais à Bamenda. J'ai dit à ma maman, appelle-la, dis-lui d'envoyer l'enfant. Il y a aussi un prophète à Bamenda. Je vais essayer d'aller là-bas, je vois souvent ce qu'il fait à la télé. C'est donc là où ma maman l'appelle, donc on a envoyé l'enfant. Je pars donc récupérer l'enfant, je l'amène à l'église à Bamenda. Est-ce que la rencontre avec les prophètes a apporté quelque chose pour son mal? Oui. Oui. Quand un merveille venait, le pied n'entrait dans aucune chaussure. Aucune chaussure, même pas les babouches, rien. Elle ne pouvait pas soulever ça et marcher, faire les efforts de soulever pour marcher. Elle tirait, elle traînait ça. Elle balayait le sol avec. Quand je l'ai amenée à l'église à Bamenda, le prophète a regardé son pied, il a regardé, il a pris du temps, il a regardé. Je ne sais pas trop pourquoi il regardait, mais il a vraiment regardé, il a dit que this is witchcraft, c'est ce qu'il avait dit. Et il m'a demandé de répéter, j'ai répété. C'est là où il me dit que il ne ment pas, c'est de la sorcellerie. Il m'a demandé si elle marchait, il dit qu'elle ne marchait pas. Elle traînait ça, elle tirait. Il a dit qu'elle va marcher avant de sortir de l'église, elle va marcher. Il a donc prié avec les fidèles de l'église, on a commencé à prier, c'est comme ça que je l'amenais là-bas tous les mercredis, tous les samedis et les dimanches. C'est comme ça qu'on a prié 1 mois, 2 mois, 3 mois. Le pied a commencé. Elle a marché, elle a commencé à marcher, le pied a diminué. C'était vraiment gros, le pied a diminué. Elle a donc commencé à porter les chaussures. Je lui avais acheté les petites ballerines des enfants, elle portait. Elle portait déjà les chaussures. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que le pied continue? À un certain moment, puisque je me battais aussi, ce qui se passe à Bamenda maintenant, c'est aussi arrivé là. Je ne pouvais plus, je n'avais plus de travail. Donc je n'avais plus de moyens pour continuer à l'amener à l'église, j'ai donc arrêté. Entre-temps, elle était toujours là. Donc elle continuait à se battre pour marcher. On l'encourageait. On l'encourageait toujours. Que fais les efforts, puisqu'elle n'arrêtait pas de poser les questions. Elle disait déjà aux gens, comment tu t'appelles? Je m'appelle Major One. C'est comme ça que le prophète là s'appelait. Je m'appelle Major One. Mon nom c'est prophète Major One. Au fur et à mesure, donc, à un certain moment, on a donc vu le pied commencer à grandir encore. On commence encore à courir dans les hôpitaux. Alors, chez les prophètes, il y a eu amélioration, selon vous? Oui. Selon le constat que vous avez fait. Oui. Et chez les tradipraticiens, ça n'a pas marché aussi? Bon, le monsieur qui avait dit qu'elle devait mourir, après celui-là, on l'a amené chez une voyante à Bouddha. Quand on est entré, la maman l'a regardé, elle a dit non, quittez, allez, rentrez avec elle, je ne veux même pas la voir avec mes yeux, c'est le serpent, c'est un gros serpent. Elle est dans les herbes en train de marcher, partez.
C'est comme ça qu'on est rentré avec elle. Et c'est comme à partir de là qu'au lendemain, je pars la chercher pour l'amener à Bamenda. Après ça, on est encore retourné chez les marabouts. Bon, là, c'était déjà, on a encore continué d'abord dans les hôpitaux. Eh bien, très bien. Alors, à l'hôpital, on n'arrive pas à vous dire de quoi elle souffre exactement. On ne nous dit pas de quoi elle souffre exactement. Et le pied continue de changer. Ça continue. Il y a des taches noires qui envahissent d'ailleurs sa jambe. Oui. C'est au niveau de la hanche déjà. Oui. Le pied malade est un peu plus long que le pied visiblement en santé. Oui, il est plus long, plus faible, plus lourd. Ça démange beaucoup. Qu'est-ce que les médecins vous ont dit à propos? Le seul médecin qui avait déjà parlé de quelque chose, c'est celui où je l'ai amené pendant les vacances dernières à People's Clinic à Bamenda. C'est là où le médecin nous a demandé d'aller faire le scanner. On est allé faire le scanner à Bafoussam, revenir. Il a dit, puisqu'il y avait déjà une masse, au-dessus du pied. Ça grossissait, ça faisait mal, ça faisait tellement mal. Quand on l'a amené, il a touché, il a dit que ça pouvait être l'abcès. Moi, je lui ai dit que ça démange beaucoup. Il a dit que si ça démange beaucoup, ça ne peut pas être l'abcès. Et il avait dit qu'il devait opérer. Il a donc demandé d'aller faire le scanner. On a fait le scanner. Quand on est revenu, il a regardé le résultat du scanner. Il a dit, le pied là, si l'opère, il n'est pas sûr que ça va complètement guérir. Puisqu'il disait qu'il avait déjà opéré 3 cas comme ça et ce n'était pas guéri. Il nous proposait donc de l'amener en Inde. Que c'est en Inde qu'on devait travailler sur tout le pied, de la hanche jusqu'aux orteils. C'est comme ça qu'on a... Jusque-là, lui, il n'avait même pas donné de nom à ça. C'est le docteur de Bingo qui avait parlé des taches café au lait. Lui, il avait parlé des taches café au lait. Et en octobre dernier, lors des élections, je l'ai amené à Bouddha, chez ma belle-mère. Il y avait un centre de santé devant la porte. Le médecin du centre de santé vient, il apporte, il touche, il la regarde, il me demande qu'est-ce qu'on dit. J'ai dit qu'on m'a parlé des taches café au lait. Il dit que ce ne sont pas les taches café au lait. Les taches café au lait ne se manifestent pas comme ça. Lui, il a regardé, il m'a dit que si c'est ce qu'il pense, c'est que c'est l'éléphantiasie au bout du doigt. Donc voilà les 2 noms qu'on a déjà donnés à ça. Après ça, rien d'autre. À côté de ces noms, comment est-ce que vous vivez avec cet enfant à la maison? Avec merveille à la maison. Agitée à cause de la douleur? Elle est à cause des douleurs. Les douleurs, ça la rend faible, ça la rend triste. Elle est malheureuse. Quand ça commence à démanger, elle est malheureuse. Elle va aller rester dans son coin seule. Parfois, elle pleure même. Quand ça démarre, elle gratte. La nuit, elle ne dort pas. Pour qu'elle dorme, il faut qu'elle pose sur moi. Quand je commence donc à gratter, c'est là où elle aussi, elle va un peu s'endormir. Sinon, le quotidien, ce n'est pas facile. On la porte, quand elle va aller aux toilettes, on la porte. Parfois, elle dit que je veux aussi aller en route. Pourquoi les gens partent en route, moi, je ne pars pas? Je la porte, je la mets en route, je l'amène en route. Je me balade un peu avec elle sur le dos, en laissant le bébé, les autres enfants à la maison. Alors, vous avez souvent eu le temps de parler avec elle. Elle vous raconte un peu sa souffrance. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle me pose les questions. Elle me demande souvent, maman, pourquoi mon pied est gros comme ça? Pourquoi le pied si est gros comme ça? Pourquoi c'est plus gros que l'autre? Pauline n'est pas comme ça, pourquoi mon pied est comme ça? Moi, je lui réponds toujours, c'est la maladie. Et pourquoi ça ne finit pas? Tu ne vas plus acheter mes talons. Je lui dis, mais laisse, Dieu va nous aider, ton pied va finir, on va acheter tes talons. Donc c'est comme ça que chaque fois, elle pose de ces questions. J'avais dit que Dieu va guérir mon pied jusqu'aujourd'hui. Dieu est même où? Pourquoi il ne veut pas guérir mon pied? Moi, j'essaie toujours de la calmer.
pour qu'elle ne se sente pas seule, pour qu'elle ne se sente pas... Parfois, je l'encourage même d'aller jouer avec les autres, mais comme elle a peur qu'on va étouffer son pied, ça ne donne pas. Ça ne donne vraiment pas. Merveille a perdu sa mère, elle était âgée de 2 ans. Oui, elle voulait donner la vie. Oui. Elle le sait? Vous lui avez déjà dit? Elle ne sait pas. Elle ne sait pas qu'elle avait déjà perdu sa maman. Elle sait que c'est vous, sa mère? Oui. Même si vous lui dites ta maman, elle va vous dire non. Elle a une seule maman et elle vous donne le nom de sa maman, c'est moi. Mais vous ne travaillez pas, vous faites comment? C'est difficile de vivre avec elle? C'est très difficile de vivre avec elle. Parfois, on m'a même parfois proposé certains hôpitaux. Faute de moyens, je n'y suis pas allée. Vous êtes à la maison avec elle, finalement? Oui. Puisque vous ne savez même pas de quoi elle souffre. On ne vous a jamais dit. Et vous n'êtes pas allé dans des grands hôpitaux, faute de moyens? Oui. Faute de moyens. Dernièrement, même pendant les vacances, avec la masse qu'elle a eue, ça m'avait vraiment fait peur. J'avais cru que c'était la fin pour elle. Ça déformait même déjà le pied. C'est là où on nous a encore proposé l'hôpital de district de Banjul. Il n'y avait pas toujours les moyens, on est donc resté là, on a même essayé de prêter. J'ai essayé de prêter même. Je n'ai pas réussi. C'est à la dernière minute que quelqu'un sort de nulle part. Il vient donc dire, prenez, amenez-la d'abord. On l'a amenée. On a encore demandé d'aller faire les échographies, les radios. On a fait. C'est là où le médecin à l'hôpital d'ici de Banjul, il a décidé d'opérer ce pied. Quand il opère, la chair qu'il avait enlevée dans le pied, il a envoyé ça au laboratoire à Bafoussam. Là-bas, on a donné rendez-vous après 20 jours. Après les 20 jours, on récupère les résultats, on commence à nous parler du cancer. C'est là où on a commencé à nous parler du cancer et qu'il n'y avait rien d'autre à faire. La seule solution était de lui amputer le pied. Quand ma maman m'a appelé, je lui ai dit non. Laissez-la d'abord comme ça. Laissez-la d'abord avec son pied. On va encore réfléchir, on va encore essayer ailleurs. Et c'est donc pour ça que nous sommes là. Vous êtes venu à Regard Social? Oui. Pour vous adresser au monde entier? Oui. Avec tout l'espoir de trouver la solution à ce pied. Mais elle souffre vraiment, elle souffre. Elle ne mange même pas bien. Elle ne mange pas. Elle ne va pas à l'école. Tous les jours, elle vous dit qu'elle voudrait aller à l'école. Oui, elle dit qu'elle veut aller à l'école. Il est impossible pour elle de le faire. Très impossible. C'est déjà où on vit, les écoles sont loin, c'est impossible. Il n'y a même pas d'abord les moyens et puis je la porte et je suis fatiguée, Parfois, elle-même me demande, maman, pourquoi tu as maigri comme ça? Je peux pas, je n'arrive pas à manger. Je la regarde. Je dis, mange. Comme elle ne mange pas, je suis là, je la regarde, je n'arrive pas à manger. Et quelle est la réponse que vous lui donnez lorsqu'elle vous pose cette question? Chaque fois qu'elle me pose cette question, moi je lui dis, Dieu a la solution à ton problème. Il faut seulement prier. On va prier, Dieu va nous aider. Elle dit toujours oui. Mais chaque fois, elle repose les mêmes questions. Vous allez vous concentrer, cette caméra qui est devant vous, ici. Vous vous adressez à ceux qui vous regardent. Vous leur dites ce que vous souhaitez pour cet enfant. Je suis là aujourd'hui parce que ma fille Merveille est vraiment malade. Merveille souffre. Et je n'ai plus de moyens pour continuer à m'occuper d'elle. C'est plus fort que moi. Je vous en prie, aidez-moi. Aidez-moi. Je vous en prie. Tous les âmes de bonne volonté,
Que Dieu touche vos cœurs. Aidez-moi. Aidez-moi à trouver la solution pour le pied de merveille. Elle veut jouer avec ses amis. Elle veut jouer à la maison comme tous les autres enfants. Je suis fatiguée de la porter. Je veux aussi qu'elle marche, elle se lève, elle marche comme les autres enfants. Aidez-moi, je vous en supplie. Je suis comme ça, comme vous me voyez là. Il n'y a plus rien. Très bien. Merveille est âgée de 6 ans. Elle n'a jamais été à l'école. Elle se débrouille à parler comme tous les enfants qui grandissent dans un environnement où se trouvent les autres. Mais elle ne peut pas se mouvoir comme les enfants de son âge. Elle a besoin d'aller à l'école, c'est ce qu'elle dit tous les jours. Elle demande à sa mère de lui donner la possibilité également. Elle voudrait également voir son pied guérir. Aussi, question d'être comme des enfants de son âge. Nous vous proposons à présent de suivre de grands reportages qui reflètent le quotidien de cette famille, notamment de Merveille, les souffrances de cet enfant de 6 ans, Orpheline de mère, et qui a besoin de vous. Elle vous tend la main, elle vous regarde avec des yeux larmoyants, et également un regard de pitié, question également de l'accompagner pour qu'elle retrouve le plaisir comme les enfants de son âge. Juste après, nous allons accueillir sur ce plateau nos experts. Sa maman m'avait raconté. Quand elle est née, 1 mois après, elle dit qu'elle a lavé. Quand elle a lavé, elle a constaté que le talon était très mou. Elle a touché, c'était très mou. C'est là où ça a attiré son attention. Elle a encore bien touché, c'était mou. Le soir, donc, elle a dit à son mari. C'est là où son mari aussi a prêté attention. Lui aussi, il a touché. C'était vraiment mou. Ils ont commencé, le lendemain, ils sont allés à l'hôpital. On a commencé à essayer de voir ce que c'était. Bon, ils étaient au Gabon, puisqu'elle est née au Gabon. On a essayé de voir ce que c'est. Finalement, on n'avait rien vu. Merveille est orpheline de mère depuis l'âge de 2 ans. Sa génitrice a trouvé la mort en voulant donner la vie. Et Marceline, la grand-mère, peine à digérer ce moment. Quand sa mère ne fait pas vouloir accoucher, elle est morte au Gabon, l'enfant dans le ventre. On voulait seulement oublier. Regarder l'enfant, c'est pour oublier ma mère. On voulait oublier ma mère. L'enfant, la mère de l'enfant aussi, qui voulait accoucher, elle est morte avec l'enfant au Gabon. La maladie de cette orpheline de mère, âgée de 6 ans, a permis à sa famille de parcourir des villes et localités du pays dans le but de chercher la guérison. Mais hélas... Depuis qu'on a commencé à marcher dans les hôpitaux, même une pommade, on n'avait pas encore prescrit. Elle tirait, elle traînait ça au pied comme ça. Mais elle ne se levait pas comme elle marchait maintenant. Elle tirait ça au sol, c'était gros, ça pesait vraiment. Le temps là, on l'a amené à Bingbingo, toujours à Bamenda. Donc, on n'avait fait aucun examen. Ni de radio, rien dit, on n'avait rien fait. Il avait juste touché. À Bafoundong, on massait, on bandait, pour que le derrière s'y ressorte puisque c'était plié. Là, on nous a encore indiqué l'hôpital de district à Banjul. Le docteur de People's Clinic, il a dit qu'on peut traiter le pied là, mais c'est seulement en Inde qu'on pourra traiter tout le pied. Que lui peut opérer, enlever la masse. Mais il n'est pas sûr que ça puisse guérir. Le mieux sera qu'on aille en Inde. Dépassée par la douleur, Merveille n'a presque plus jamais adopté une bonne posture. Caresser le creux de son pied reste son sport favori. Puis encore de gratter. Et quand ça gratte, je gratte. Elle se plombe beaucoup, ça démange. La nuit, elle ne dort pas. Moi-même, je ne dors pas parce que quand elle est fatiguée de gratter, elle pose sur moi.
Je l'aide à gratter, je l'aide à gratter, je l'aide à gratter. C'est comme ça les nuits. Quand ça ne donne pas, ça la rend triste. Pour aller aux toilettes même, elle utilisait même les toilettes de la voisine. Parce que pour descendre dans nos toilettes même, c'est pas facile. Malgré les examens effectués, le nom de la maladie qui traumatise cet enfant qui a oublié le chemin de l'école n'a véritablement pas encore été révélé selon sa tante. Nous sommes là, nous prions seulement Dieu, que Dieu nous aide. Nous sommes là pour que le monde entier nous aide. Il se reste à trouver même les spécialistes qui puissent nous dire de quoi il s'agit. On a marché sans suite. On ne sait pas ce que c'est. Avant que je meure, que Dieu voit, Dieu est tout. Tout c'est à Dieu. Oui. Tu n'as pas oublié seulement que la mère était que comme ça, non. Va donner mon nom avant que je parte. La famille est amortie et même épuisée financièrement. Entre-temps, la petite merveille ne cesse de perdre le souffle. Quand un enfant passe même à côté d'elle, elle fuit. Quand on dort même sur le lit, elle a toujours peur qu'on va étouffer son pied. Elle fuit. Donc, quand on fait comme ça, là, parfois, elle est malheureuse. C'est à cause de ça qu'elle continue à me demander ça va finir quand. Quand elle voit les enfants sauter, elle essaye aussi de sauter, ça ne donne pas. Ça la rend triste. Cet enfant n'a pas que son membre inférieur droit comme problème de santé. Sa partie intime connaît également des anomalies. Elle enfle pratiquement au même rythme que son pied. Quand elle grandit, ça grossit aussi comme ça. Mais ça ne fait pas mal, ça ne démange pas. Mais quand elle grandit, ça grossit comme ça là. De quoi souffre cette orpheline de mère, âgée de 6 ans, qui a oublié le chemin de l'école, qui ne peut plus s'amuser avec les enfants du quartier ou se distraire comme les enfants de son âge. Merveille Lonla vous parle à travers son regard, d'un regard social. C'est un reportage qui reflète un peu les réalités de cette fillette de 6 ans qui a besoin de vous, qui a besoin de nous tous pour sortir, pour l'accompagner dans cette souffrance et peut-être aussi trouver des moyens pour qu'elle sorte de cette torpeur qu'elle vit au quotidien. Avec nous sur ce plateau, des experts pour nous accompagner, Dr Bikek Donald. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes médecin généraliste et vous êtes aussi en service à l'hôpital La Quintini de Douala. Voilà, vous êtes avec nous ce soir, vous avez suivi le reportage, vous avez écouté également le témoignage de sa tante qui est sa mère aujourd'hui, la tante de Merveille. Ça vous touche? Pas forcément en tant que médecin, en tant que peut-être parent aussi. Oui, naturellement, en tant que parent, c'est une situation très touchante parce que aujourd'hui, on se rend compte que la petite n'a réellement pas la vie d'un enfant. Parce que si à 6 ans, jusqu'ici, on n'est pas scolarisé, parce qu'on a un souci de santé, quel avenir pour cet enfant? C'est particulièrement touchant. Et puis, voilà, il est question que les actions soient menées pour pouvoir donner notre parcours, alors une autre trajectoire à sa vie. D'accord, avec vous, nous allons comprendre pourquoi et comment est-ce que les parents n'arrivent pas toujours à trouver le meilleur chemin pour conduire les enfants à l'hôpital et qu'est-ce qui s'est passé à sa naissance. Est-ce que le cas pouvait être décelé à partir du ventre de sa maman? De toute façon, vous aurez donc à répondre à toutes ces questions. Et juste à côté de vous, il y a Dr Sidi Chamani Cédric. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes médecin et psychiatre en service à l'hôpital La Quintini également. Effectivement. Quel premier mot à la suite de ce reportage et ces témoignages? C'est vraiment touchant
On ne peut pas rester insensible devant un tel cas, une telle souffrance. C'est vraiment touchant, c'est inhabituel de voir de telles maladies, même dans la pratique courante. Et ça mérite qu'on s'y attarde un tout petit peu. Ça mérite vraiment qu'on s'y attarde et qu'on essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer quelque chose, si on peut soulager la famille ou bien alors merveille. Oui. Très bien. Dr Tchachua, chirurgien général, qui est également attendu sur ce plateau, lui qui est d'ailleurs la cheville ouvrière habituée de ces dossiers, les dossiers un peu compliqués comme celui que nous vous proposons ce soir. C'est un chirurgien qui viendra sans doute vous édifier sur le cas des merveilles. Alors, avec vous, Dr Bikek, vous qui êtes généraliste, ça veut dire que c'est vous que les patients voient en premier lorsqu'ils arrivent à l'hôpital. Vous avez l'impression que les parents de Merveille l'ont fait au départ? Je pense que oui, si on s'en tient à ce que la tante de l'enfant a dit. Je pense que oui, le souci, c'est pas à ce niveau. Ils ont dû bien aller à l'hôpital. Il y a forcément des médecins généralistes, certainement, qui ont dû rencontrer l'enfant pour la première fois. Mais vous savez, dans ce genre de situation, habituellement, il faudrait plusieurs avis. Donc il ne faut pas se limiter seulement à un seul avis. Certainement, un avis a été donné dans les différents hôpitaux, mais peut-être le meilleur avis ou les meilleurs avis n'ont pas été donnés. Je pense que nous sommes vraiment la première ligne d'alerte quand un enfant arrive à l'hôpital, comme toute personne d'ailleurs. Et puis, il est question effectivement que nous puissions orienter l'enfant dans des mains expertes. Et pour orienter l'enfant dans les mains expertes, il faudrait que nous puissions avoir à peu près un petit avis, une petite idée de ce que l'enfant pourrait avoir comme maladie ou une meilleure orientation. Alors, lorsque vous la regardez de près, elle peut souffrir de quoi? Alors, une jeune fille de 6 ans qui apparemment qui pourrait avoir un poids qui n'est pas normal pour son âge, parce que quand on la regarde, elle est un tout petit peu amaigrie, un tout petit peu. C'est vrai que c'est un amaigrissement qui semble constitutionnel, mais on sent qu'elle ne fait pas son poids pour son âge. Donc, également, on sent qu'elle a l'air un peu dénutrie. Dénutrie pas forcément parce qu'elle n'a pas de quoi manger, mais tout simplement parce qu'il y a quelque chose qui entraîne sa dénutrition. Et lorsqu'on regarde maintenant son membre, il y a pratiquement, c'est très visible qu'il y a une inégalité des deux membres, c'est très asymétrique. Donc, on pourrait, c'est difficile d'évoquer quelque chose de manière drastique comme ça. Il faut pousser des investigations, il faut interroger la maman. Lorsqu'on s'en tient à ce qu'elle dit, l'enfant est né avec une petite boule. Au niveau de son talon Voilà, une petite boule au niveau de son talon. Donc, ça entre dans le cadre de ce qu'on appelle des tuméfactions sous-cutanées congénitales, qui, avec le temps, normalement, doivent être contrôlées au fur et à mesure que l'enfant grandit. Et doit pouvoir alerter la famille ou la maman une fois que on se rend compte que la croissance de la masse est proportionnelle à la croissance de l'enfant. Dans son cas d'espèce, je pense que au moment où on la voit, il va falloir absolument que nous puissions, puisque le cœur de la masse est au niveau du pied, il faut absolument que nous puissions prélever une petite portion de cette masse pour pouvoir envoyer au laboratoire. J'ai cru entendre qu'elle a déjà eu à faire ça. Mais ce ne serait pas mauvais d'avoir deux avis différents sur les résultats que nous pourrions avoir sur cette masse. Et également, il y a plein d'autres examens, je crois qu'on aura le temps d'en parler, qu'il faut faire pour cet enfant pour une prise en charge globale. Pour elle, par exemple, est-ce qu'il était possible de savoir à partir de, avant sa sortie, avant sa naissance, de savoir qu'elle va naître avec une déformation, une malformation congénitale? Alors, dans ce cas de tuméfaction congénitale, entre guillemets, parce que
pas très sûr. Congénital qui est découvert à la naissance, c'est souvent un peu très difficile de pouvoir poser le diagnostic anténatal. Parce que c'est un diagnostic. Les diagnostics anténataux sont habituellement posés à l'échographie, peut-être du 3e trimestre. Et il faut vraiment que le patient tombe dans des mains vraiment expérimentées, des mains très expertes, pour pouvoir détecter une anomalie aussi minuscule qu'est une tuméfaction sous-congénitale, qui est aussi minuscule à ce moment-là. Donc c'est très difficile de pouvoir poser le diagnostic anténatal. D'accord. Alors, docteur Sidi, vous êtes médecin, ça il faut le rappeler, tout le monde le sait. Maintenant que c'est un cas, avant le côté psychologique de l'enfant, selon vous, elle peut souffrir de quoi? Un diagnostic visuel apparent. Je rejoins mon collègue qui disait que c'est toujours délicat de faire un diagnostic, une consultation tout de suite comme ça. Mais je pense que l'orientation majeure, quand je vois l'enfant, l'orientation majeure, c'est un œdème du membre inférieur unilatéral. Quand on dit œdème, ça veut dire qu'il y a un pied qui est plus gros que l'autre. Et c'est unilatéral, c'est localisé. Donc, est-ce qu'on peut penser à une cause lymphatique? Ça veut dire que, vous savez, dans le pied, il y a des vaisseaux. Il y a des vaisseaux sanguins, il y a des vaisseaux lymphatiques. Vous avez souvent vu des personnes qui ont de l'éléphantiasis, des personnes adultes qui ont des gros pieds, qu'on dit des pieds d'éléphant, mais c'est dû à une cause parasitaire en général. Mais elle est née avec, donc c'est forcément congénital. Mais je milite pour une cause sûrement lymphatique. Mais on ne peut pas être péremptoire, il faut des examens. Et elle n'a pas fait tous les examens qu'il faut. Mais à la suite de quelques examens effectués par sa maman, qui est avec elle aujourd'hui, elle dit qu'un des médecins a dit qu'il s'agit de l'éléphantiasie au bout des doigts. Bon, éléphantiasie, c'est un thème consacré pour une affection précise. Je dis parasitaire. Dans le cas de l'espèce, ce n'est certainement pas le cas parce qu'elle est née avec. Et en général, certains auteurs parlent de lymphœdème congénital. C'est à peu près le même mécanisme. Ça veut dire que de l'eau sort des vaisseaux lymphatiques et s'accumule dans la jambe et ça donne un aspect comme celui-là. Donc, mais pour confirmer ce diagnostic, il y a des examens précis, vraiment hyper précis, qu'on fait pour s'assurer que c'est vraiment ça. Donc, il y a cet examen-là qu'il faut faire. On injecte un petit liquide dans la jambe pour voir le dessin des vaisseaux de toute la jambe et pour s'assurer que c'est vraiment une atteinte lymphatique. On n'a pas fait, elle n'a pas pu faire ces examens-là, certainement faute de moyens. Il y a aussi qu'on doit faire une échographie, un prélèvement local de la masse pour voir si ce n'est pas une tumeur. Parce que c'est possible que ce soit aussi une tumeur, ce qu'on appelle cancer vulgairement. Donc ça, c'est des examens qu'il faut absolument faire. Ça a aussi été évoqué par sa mère. Oui, oui. Il faut absolument le confirmer. Il faut absolument le confirmer en faisant une biopsie. Ça veut dire qu'on prélève un bout de peau ou bien un bout de tissu et on analyse pour s'assurer que ce n'est pas un cancer. C'est très peu probable que ce soit un cancer, mais à toute fin utile, il faut faire cet examen-là. Il y a aussi d'autres examens de sang qu'il faut faire. Voilà, parce qu'elle a une hypertrophie clitoridienne, ce que vous avez montré à la télé tout à l'heure. Son clitoris est hypertrophié et quand on voit ça, on pense à beaucoup de causes endocriniennes. Ça veut dire qu'il y a des organes à l'intérieur du corps qui ne sont pas visibles à l'œil nu, qui sont à l'intérieur du corps, qui produisent des hormones. Peut-être que c'est produit de manière exagérée. Il y a des examens aussi pour ça, pour s'assurer. Bref, c'est tout un bilan qu'il faut faire avec une collaboration multidisciplinaire. Je pense que tout n'a pas été fait. On n'est pas allé au bout des investigations. Alors, docteur Bikek, c'est vrai quand même qu'à côté de sa jambe droite, qui a des soucis aujourd'hui, il y a sa partie intime aussi qui connaît des soucis. Et on a vu tout à l'heure que cette partie prend davantage du volume, pratiquement au même rythme que sa jambe. Qu'est-ce que ça peut bien être? Alors, je vais plutôt dire que le mécanisme qui est présent sur toute la jambe est exactement le même mécanisme qui est au niveau de ses organes génitaux. C'est juste que on a l'impression que c'est deux problèmes différents, mais c'est le même problème. Comme mon collègue parlait tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle les vaisseaux lymphatiques.
qui sont là pour drainer un certain liquide, je ne vais pas entrer dans les détails, et qui est présent dans tout le corps. Maintenant, à partir du moment où il y a un obstacle à l'écoulement de ce liquide, alors les vaisseaux prennent du volume et la jambe prend du volume. Et c'est exactement le mécanisme qui se passe chez la petite. Ça veut dire en réalité qu'il y a à un moment sur le trajet des vaisseaux une obstruction qui fait que toute la jambe devient grosse, depuis le haut jusqu'en bas. Donc c'est le même mécanisme. Maintenant, il faut chercher qu'est-ce qui a causé ce mécanisme. Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a ce que j'ai appelé les tuméfactions congénitales subcutanées. C'est une sorte de malformation des vaisseaux lymphatiques qui font que, à la naissance, normalement, pour un vaisseau lymphatique qui doit drainer un liquide qu'on appelle la lymphe, puisqu'il y a des malformations, dont le trajet du vaisseau se trouve donc interrompu. Ça fait qu'à un moment, la circulation est donc gênée. Et puis donc, tout le membre qui est supposé être drainé par ces vaisseaux sera donc augmenté de volume parce que ça ne passe pas bien. Donc c'est un peu ce qui se passe chez cette dame, chez cette petite. Et puis, il n'y a pas une autre explication à ça. Quel qu'en soit ce que nous avons trouvé comme cause, comme maladie chez cette dame, la cause profonde, le mécanisme de base, c'est qu'il y a une sorte d'obstruction sur les vaisseaux lymphatiques, au niveau du trajet des vaisseaux lymphatiques de cet enfant qui font que son pied grossit depuis le bas jusqu'au niveau de ses organes génitaux. Alors donc ça fait partie des conséquences même de ce mal qui est parti de son talon jusqu'ici. En même temps, sa jambe elle est plus longue que la jambe gauche qui apparemment n'a pas de problème. Plus longue, ça il faut revoir parce que ça doit être c'est juste un effet visuel parce que il faudrait bien qu'on mesure un pied qui est gros et qui prend des proportions vraiment exponentielles peut être apparemment gros par rapport à l'autre parce que je ne vois pas ce qui ferait en sorte que le pied qui est touché puisse être plus gros que l'autre. Non. Je pense que c'est parce que le pied allait être un peu plus gros et avec la tuméfaction qui est en bas, donc ça donne un certain volume au pied, ça augmente un tout petit peu la longueur du pied. Mais en réalité, ce qui fait la longueur d'un membre, ce sont les os. Donc à partir du moment où les os ne sont pas touchés, le pied est supposé avoir la même longueur. Maintenant, chez la dame, chez l'enfant, on a l'impression que le pied est plus long parce qu'il y a d'abord une bonne masse de tissu, le pied a pris du volume et puis il y a également la masse qui occupe une part importante du pied. Alors, dans les conséquences toujours, on voit bien qu'elle n'est plus droite, elle est carrément tordue à cause de ces déséquilibres, qu'elle subit jusqu'aujourd'hui suite à cette pathologie. Oui, c'est une conséquence logique, malheureusement. C'est une conséquence logique de la déformation de son membre inférieur droit. On devrait s'y attendre. Et elle est en pleine croissance. Et donc, cette inégalité des appuis entraîne inévitablement aussi un problème au niveau de la colonne vertébrale. Tout est lié. Donc, c'est une conséquence logique. Ouais. Alors, à côté de ça, elle passe le temps à gratter sa cuisse, partant du talon jusqu'au niveau de la hanche. Alors, elle passe des nuits difficiles. C'est un traumatisme psychologique en même temps. Oui, un traumatisme psychologique parce que rendez-vous bien compte qu'elle ne dort pas la nuit. Elle est entourée de personnes qui dorment et elle ne dort pas parce qu'elle gratte son pied. On ne peut pas mesurer tous les effets que ça peut provoquer chez elle. Elle se sent forcément différente des autres enfants, des autres personnes qui sont autour d'elle et il y a un impact certain sur son développement psychologique. Pourquoi moi? Pourquoi suis-je si différente? C'est des questions certainement qu'elle se pose. On n'a pas eu l'occasion de l'écouter au cours de l'émission, mais je suis certain que si on lui demandait, certainement que ses réponses ne seraient pas loin de ces questionnements-là. Pourquoi je ne dors pas comme tout le monde?
voilà, pourquoi suis-je si différente? Ça rentre dans les questions qu'elle pose à sa maman tous les jours. Pourquoi elle n'est pas comme les autres? Pourquoi elle n'a pas un pied comme sa sœur ou son pied droit, son pied gauche? Toutes ces questions sont posées quand même. Elle a le courage de les poser. C'est tout à son honneur parce que parfois, chez certaines personnes qui sont atteintes d'handicap aussi lourd, on constate plutôt une sorte d'enfermement. Certaines personnes parleraient de régression. Ils se muent dans un silence coupable en se disant certainement que c'est de leur faute ce qui leur arrive et ils ne s'expriment pas. Elle a vraiment beaucoup de courage, elle est à féliciter parce qu'elle prend la parole, elle interroge, elle se demande ce qui ne va pas. Je dis que c'est un bon signe, c'est un très bon signe qu'elle puisse déjà s'exprimer sur son état et chercher à avoir des réponses à ce qui lui arrive. Ça veut dire qu'elle a des ressources, pour faire face à toutes ces calamités. Docteur Bikek, lorsqu'on observe également sa jambe, elle a deux couleurs, jaunâtre, noir. Ça fait partie des conséquences de cette pathologie, partie du talon. Ou alors c'est le fait de gratter chaque fois qui change la couleur. Je dirais que ça fait partie des deux. Déjà, on aurait bien eu à voir, mais on n'était pas là à la naissance, pour voir la couleur que la petite lésion avec laquelle elle est née, avec la couleur de la petite lésion. Ça c'est d'un, ça pourrait être ça. L'autre chose, c'est le fait de gratter. Le fait de gratter au fur et à mesure, c'est ce qu'on appelle dans le jargon de dermatologie les lésions de grattage. Donc, le fait que la peau noircit avec les lésions de grattage, c'est des conséquences. Il y a ce qu'on appelle le quadrillage. Une fois qu'on gratte de manière permanente, la peau va carrément changer de couleur à un certain moment et même de consistance. Pour ce qui est de son prurite, bon, le fait que le membre des manches, c'est un signe qui est vraiment orientateur et qui semble aller dans l'hypothèse qui a été évoquée à Bafoussam au terme des résultats qu'elle a dû faire là-bas. Donc, ça pourrait être vraiment quelque chose d'origine cancéreux, mais je dis encore, je mets une réserve pour pouvoir être certain, pour pouvoir avoir une certitude de diagnostic. On fait une contre-expertise et cette contre-expertise, c'est de refaire le même examen et de faire techniquer par un autre laboratoire pour pouvoir vraiment faire des comparaisons et avoir quelque chose à se mettre là-dedans. Alors, le parent qui arrive dans votre service, vous en tant que médecin généraliste, vous avez un cas comme celui-ci. Quel est le type d'examen que vous proposez, par exemple? Alors, normalement, après un examen clinique bien détaillé, pour ce genre d'enfant, il est question qu'on lui demande déjà une échographie de tout le membre qui est enflé, et une échographie qui est centrée déjà sur la masse de départ, et une échographie de tout le membre. Donc, l'échographie de tout le membre sera une échographie qu'on appelle une échographie Doppler, qui va pouvoir examiner minutieusement tous les vaisseaux sanguins du membre. Les vaisseaux sanguins du membre, c'est les artères, les veines et les vaisseaux lymphatiques qui pourraient être en rapport avec un grossissement de son membre. Ajouté à ça, il y a ce que le collègue a dit tout à l'heure, mais qui était un examen un tout petit peu invasif. Il y a ce qu'on appelle la lymphographie. C'est-à-dire qu'on introduit un produit, c'est invasif parce qu'il faut introduire un produit depuis le cœur, depuis la veine cave du cœur, un produit qui va opacifier les vaisseaux lymphatiques de l'enfant pour pouvoir voir à quel niveau est-ce qu'il y a l'obstacle et pour voir également s'il y a quelque chose de très louche sur le trajet des vaisseaux. D'autres examens qui pourraient être également faits, il y a le scanner. Le scanner, à défaut de l'échographie, il y a le scanner, mais l'examen de référence qui pourrait être fait chez cette patiente, c'est l'angio-IRM. L'angio-IRM, ça veut dire que c'est l'IRM des vaisseaux. C'est l'examen phare, c'est l'examen de référence, mais une échographie aussi qui est bien faite, une échographie Doppler peut vraiment donner une explication succincte de tout ce qui se passe au niveau du pied de l'enfant. Il y a quand même un peu d'ignorance, on va peut-être le dire, parce que
les parents n'ont pas pu l'amener dans des formations sanitaires sérieuses, je veux dire un peu plus, ou alors de haut niveau, pour qu'on décèle facilement ce qui l'embête, ou alors le type de maladie, ou les causes même de cette pathologie qui la traumatise aujourd'hui. Oui, effectivement, nous sommes dans un pays où on a un véritable souci d'orientation de nos patients. Des patients qui ont des problèmes de santé qui sont à la base naturellement curables, mais qui, avec la négligence, avec la mauvaise orientation, finissent par prendre des propensions vraiment qu'on ne peut plus contrôler après. Il a eu certainement une orientation approximative, mais je pense que pour l'instant, ce qu'il faut faire chez elle, c'est, en plus de tout ce que j'ai cité, c'est de faire une histologie, c'est-à-dire que faire un prélèvement de la masse de départ et d'envoyer au laboratoire. Et c'est comme ça qu'on pourra vraiment donner le pronostic fonctionnel ou vital de la petite. Sans ça, on ne peut se prononcer sur rien. Et ça nous permettrait également de remettre en question ou alors de confirmer ce qui avait été dit à Bafoussam. Alors, docteur Sidi, l'enfant est malade depuis 6 ans quand même. Aujourd'hui, elle a 6 ans. Tout ce qui a été fait depuis le bas âge n'a peut-être pas porté des fruits parce que la maladie continue, elle persiste. Il y a des dégâts que l'on observe également sur sa jambe et avec des conséquences sur le plan, sur sa partie intime et peut-être sa déformation que l'on observe aujourd'hui. Ça fait partie quand même du traumatisme de la famille, pas seulement de l'enfant. Oui, c'est avoir un enfant qui est malade, qui souffre, c'est un fardeau. C'est un fardeau, c'est un poids que la famille porte. Parce que l'enfant vit dans un système familial. C'est l'enfant de quelqu'un. On ne peut pas être insensible, comme je disais au début. Et donc, les parents s'interrogent aussi. Les parents s'interrogent et dans la recherche de solutions, on peut parfois ressentir, quand j'écoutais la dame, on peut vraiment ressentir cette souffrance. Et ils n'ont pas lésiné sur les moyens pour chercher, même du côté religieux ou alors maraboutique, des solutions. C'est un vrai fardeau. On ne peut pas être indifférent quand on a un enfant qui est handicapé, parce que je considère que c'est un handicap qu'elle a. Donc, la famille souffre, les parents souffrent, ses frères et sœurs, ses cousins qui vivent avec elle n'ont pas la même perception maintenant de la patiente, d'eux-mêmes, parce que vous savez, quand on grandit, on a besoin d'avoir des vis-à-vis avec qui on peut s'identifier et se différencier. Mais quand on a un frère qui est handicapé, c'est souvent difficile de pouvoir le considérer comme normal, entre guillemets. Et donc, même les enfants qui l'entourent ont sûrement un impact psychologique. Ils ont un impact psychologique. Les parents, on a vu la grand-mère qui était en larmes. Tout le monde est affecté. Vraiment, tout le monde est affecté. D'autant plus qu'on ne sait pas exactement de quoi l'enfant souffre. C'est un double fardeau, en fait, pour la famille. Double fardeau également parce que la grand-mère, lorsqu'on l'entend pleurer et écouler les larmes, c'est une double peine. La maman de l'enfant étant décédée. Et voilà donc une autre situation qui occupe la famille carrément, épuise même financièrement la famille jusqu'ici. Malheureusement, c'est des situations qui se font de plus en plus courantes dans notre contexte. On a un enfant qui est malade, la maman de l'enfant, bien un des parents de l'enfant, du fait d'un épuisement psychologique ou alors d'une maladie intercurrente, arrive à décéder et laissant l'enfant orphelin aux soins de sa famille qui n'a pas encore fini de faire le deuil de la personne qui est décédée et se retrouve avec un enfant malade. C'est des situations qu'on rencontre de plus en plus dans notre contexte parce que les conditions économiques, sociales sont très difficiles et vraiment c'est représentatif. C'est représentatif de beaucoup de cas qui peut-être ne passent pas à la télé, mais qu'on vit au quotidien, à l'hôpital, au quartier et tout ça. C'est vraiment représentatif. Encore que c'est dans une famille à faible revenu, le peu de moyens que cette famille avait carrément épuisé aujourd'hui, parce que la maman l'a dit, sa tante qui ne travaille pas,
elle est obligée de se battre au quotidien pour pouvoir sauver l'enfant, nourrir l'enfant. Et aujourd'hui, l'enfant se retrouve à la maison carrément. Il n'y a plus de suite, je veux dire de suivi sur le plan médical. C'est vraiment dommage parce que il en faut parce que c'est un enfant plein d'avenir. Il faut vraiment qu'on trouve une solution à ce qui la dérange depuis beaucoup de temps. Donc je pense que le moment est venu pour que nous puissions orienter la maman à aller se faire consulter désormais, puisqu'elle est en ville. Elle peut aller à l'hôpital, dans n'importe quel hôpital, l'hôpital à Kentini, l'hôpital général. C'est un enfant qui nécessite une prise en charge pluridisciplinaire. Donc, ça va depuis le chirurgien jusqu'au l'anatomopathologiste et le pédiatre. Donc, beaucoup de spécialistes doivent intervenir dans sa prise en charge. Et puis, quel qu'en soit ce qu'il y aura à faire pour remédier à sa situation, il faudrait absolument, c'est la pierre angulaire de sa prise en charge, connaître de quoi, ou alors de connaître qu'est-ce qui a fait grossir son pied. Parce que j'ai bien envie de toujours répéter en disant ceci, ce qui a commencé au niveau du pied, c'est ce qui s'étend sur toute la jambe. C'est juste une extension du phénomène qui a commencé au niveau du pied. Donc ça veut dire que tant qu'on ne trouve pas ce qui est au niveau du pied là-bas, on ne pourra pas avancer dans la prise en charge du patient. Alors, docteur Sidi, à côté de tout ce qu'on peut dire, toutes les propositions qui peuvent être faites ici, il se trouve qu'il faut il faut des moyens financiers pour accompagner cette prise en charge. Oui, parce que dans d'autres pays, rien que pour l'intérêt scientifique du cas, il y a des personnes qui se proposent pour la prise en charge. Prise en charge holistique, il parlait de pluridisciplinaire, ça veut dire que des spécialistes s'asseyent et on décide de voir quelle est exactement la cause de la maladie. Dans notre pays, c'est un peu plus délicat. Il n'empêche que la tribune que vous offrez à la famille, on espère que ça l'aidera à trouver des âmes de bonne volonté qui pourront aider déjà à résoudre la question qui est posée, de quoi exactement souffre l'enfant, et après donc engager la prise en charge, si prise en charge il y en a. Donc ça nécessite beaucoup de moyens. Les examens qu'on a cités sont coûteux, sont très coûteux, et ça demande aussi du temps et de la patience. Ce n'est pas comme si demain, la veille, on aura la réponse directe. Il faudra du temps, de la patience et des moyens pour pouvoir arriver au diagnostic final de cette pathologie. Mais je crois que ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Et tant mieux si elle est venue à Equinox. Tant mieux. Oui, vraiment. Docteur Biquet, on peut penser un instant que si jamais on n'a pas pu savoir ce qu'elle subit aujourd'hui, ou alors les causes de sa maladie, jusqu'ici, c'est peut-être parce que les examens qui ont été proposés à la maman coûtent, puisque le docteur Sidi essaie de le rappeler quand même, il faut beaucoup d'argent pour ça. C'est sans doute la raison pour laquelle jusqu'ici on n'a pas pu savoir exactement, et n'a pas eu la possibilité d'aller dans des formations sanitaires de qualité pour trouver la solution. Et là, on a évoqué le cas de l'ignorance en même temps, ou à côté du manque de financement. D'accord. Je pense que connaître de quoi elle souffre ne vaut pas tant que ça sur le plan financier. Ce que j'ai envie de dire, j'ai plutôt peur de ce que va représenter la prise en charge après. Parce que pour poser le diagnostic, c'est quelques 2-3 examens, l'histologie. Dès qu'on a le diagnostic, maintenant, c'est après que le diagnostic sera posé, est-ce qu'il y a une possibilité thérapeutique? S'il y a une possibilité thérapeutique, elle vaudra combien au total? C'est ça le problème. Je ne suis pas très inquiet au niveau du diagnostic parce que nous sommes
dans une grande ville, avec des grands hôpitaux, certainement le diagnostic peut être posé. Le problème qui est posé ici, en fait, ce qui m'interroge, c'est que va être la suite une fois que le diagnostic sera posé. Si c'est quelque chose de curable, forcément ce sera quelque chose qui sera un peu coûteux. Par contre, si ce n'est pas quelque chose de curable, qu'est-ce qu'on va y faire? C'est surtout ça qui est inquiétant. Donc, la prise en charge post-diagnostic, c'est celle que je vise en ce moment parce que, en réalité, le diagnostic n'est pas... Ce sera facile de le poser. Donc, même sans pouvoir... Ce que nous faisons comme échographie Doppler et consorts, c'est juste une sorte de bilan d'extension pour comprendre la maladie dans sa globalité. Mais en réalité, si on veut juste poser le diagnostic, il suffit seulement de prélever là juste un échantillon, on envoie au laboratoire, on saura tout simplement qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui se passe dans son pied depuis belle lurette. Et ce sera tout. Maintenant, il sera vraiment important, quand le diagnostic sera posé, on saura que c'est telle maladie, on va maintenant faire ce qu'on appelle un bilan d'extension. C'est ce bilan d'extension qui va poser les conditions de mise sous traitement. C'est ça qui va définir le pronostic qui pour l'instant est réservé. Donc, vous êtes employé, on va le dire, vous êtes en service à l'hôpital La Quintini. Est-ce qu'il y a une possibilité pour vous de venir en aide? D'abord pour des examens ou pour des consultations, la première chose à faire? Je suis... J'ai envie de dire que je ne suis pas le porte-garant du directeur de l'hôpital La Quintini. Je crois qu'il faudrait se rapprocher du directeur de l'hôpital La Quintini. Mais tout ce que je peux dire sur ce plateau, c'est que l'hôpital La Quintini possède des moyens nécessaires pour pouvoir poser le diagnostic de cet enfant. Docteur Sidi, c'est la même chose. Vous allez venir en aide à ses parents également qui ont besoin d'être remontés psychologiquement. Parce que si on n'est pas psychologiquement assis, la maladie ne peut pas aussi partir aussi facilement. Oui, c'est sûr que l'aide psychologique, on peut l'apporter. Elle ne coûte pas grand-chose. Elle ne coûte vraiment pas grand-chose. Sur le plan psychologique, que ce soit pour les parents ou l'enfant, je crois savoir que la Quintini est suffisamment outillée pour pouvoir aider la famille à faire face, à supporter, à trouver des ressources internes, je veux dire psychologiques, pour avancer, pour faire face à ce fardeau. C'est possible, c'est vraiment possible. On le fait souvent pour d'autres personnes, donc raison de plus pour une enfant de 6 ans. C'est vraiment possible, vraiment. Et ce serait vraiment de tout cœur qu'on le fera. Oui. Vous voulez ajouter quelque chose? Ce que je voulais ajouter, c'est il faudrait vraiment que la maman soit désormais très attentive et que c'est le moment venu pour pouvoir remettre la main sur ce que son enfant a. Et là, on pourra avancer avec la prise en charge de son enfant. Donc, il est question maintenant qu'elle s'oriente dans un hôpital La Quintini. Donc, sortir d'ici, avant de demander quoi que ce soit, il faudrait qu'elle frappe à la bonne porte, c'est-à-dire à l'hôpital La Quintini ou à l'hôpital général de Douala, et son diagnostic sera posé. Et le problème de moyens peut-être se posera après, mais le diagnostic sera posé. Vous pouvez profiter pour donner des conseils aux femmes qui... les jeunes mères, par exemple, celles qui accouchent, comment est-ce qu'on peut explorer le corps de l'enfant pour découvrir si oui ou non il peut avoir des anomalies de l'accouchement ou avant? Oui, simple curiosité d'une maman qui est attentive, qui sait que lorsqu'un enfant naît, on doit pouvoir le scanner en général. On doit regarder partout les orifices. Ça fait déjà même partie, pour nous qui sommes médecins, des critères qui font en sorte qu'on décide à un enfant, à une maman, on l'autorise à rentrer avec son enfant. Lorsque l'enfant naît, il y a un examen général du bébé qu'on fait pour pouvoir voir si tout est normal, si tous les orifices naturels sont normaux, s'il n'y a pas de problème. Mais maintenant, la surveillance continue à la maison et c'est elle qui est la principale actrice de cette surveillance-là. Et elle doit vraiment être attentive là-dessus.
pour éviter de passer à côté de quelque chose qui pourrait être curable au début et ne pas se retrouver à un stade avancé comme notre jeune fille de 6 ans. Alors ici, il est question de trouver la solution à cette pathologie qui traumatise la petite Merveille. Depuis pratiquement 6 ans aujourd'hui, elle a besoin de la force de tout le monde et pour qu'elle puisse sortir de là, en même temps, vous êtes toujours avec nous sur ce plateau, vous n'êtes pas parti. Vous avez une question à poser au médecin? Non? Oui. Laquelle? Allez-y. Qu'est-ce que vous voulez savoir par rapport à l'enfant? J'aimerais savoir si, après les examens qu'on va faire, s'il s'agit d'un cancer, qu'est-ce qui va se passer? D'accord. J'ai émis une réserve aujourd'hui en disant que j'ai pas envie de prononcer ce mot cancer. C'était dans les différentes hypothèses. Ce que je sais, c'est que l'enfant a un problème sérieux et que une fois que les examens seront faits, on pourra poser le diagnostic. Mais s'il fallait que je réponde à votre question, si c'est un cancer, alors il va falloir envoyer chez l'oncologue. D'accord. L'oncologue, c'est le spécialiste des cancers, ou alors chez un oncopédiatre, c'est-à-dire que c'est un spécialiste des cancers de l'enfant. Donc c'est comme ça que ça va se passer. Donc tout le monde, je crois que le terminal, ce sera l'oncologue ou l'oncolopédiatre. Donc le dernier médecin que l'enfant va voir pour la continuité du traitement, c'est un oncologue ou un oncopédiatre. Mais vous ne voulez pas insister sur si c'est le cancer ou pas? Oui, je ne veux pas insister dessus. En attendant les résultats, sous réserve des résultats, je ne vais pas dire une chose qui va fâcher. Sidi, vous voulez ajouter quelque chose à ce qu'a dit Dr. Bittek? Non, vraiment pas. Je pense qu'il a tout dit. Si c'est un cancer, l'oncologue saura mieux ce qu'il faudra faire. Il y a différentes hypothèses. Donc, il y a des médicaments, il y a des cures de chimiothérapie si c'est possible, il y a la radiothérapie, il y a parfois la chirurgie. De toutes les façons, l'oncologue est mieux placé pour savoir ce qu'il y a lieu de faire. Alors Doris, vous n'allez pas que penser au cancer, ça peut être autre chose qu'on peut solutionner aussi vite. D'accord. Je voudrais vous dire merci d'être venu sur ce plateau partagé avec nos chers téléspectateurs. Comme vous le savez, tout ce qui reste à faire, c'est de mettre la main dans la poche et pouvoir aider cet enfant qui a besoin d'aide financière pour notamment commencer les premiers examens. D'abord des consultations et autres qui puissent permettre à ce qu'on découvre exactement de quoi il souffre et comment faire pour la prise en charge. Nous allons vous proposer d'autres reportages, notamment des cas sociaux enregistrés déjà dans le cadre de cette émission Regard Social, des cas qui sont en phase d'être solutionnés, mais qui sont donc dans le cadre de la prise en charge depuis quelques temps. D'abord, le cas de Stéphane. Vous allez d'ailleurs découvrir en même temps dans cette émission, Stéphane et bien d'autres aussi qui sont d'ailleurs enregistrés et qui vont aller de façon successive. Le temps pour nous de vous proposer un premier cas et ensuite le second. Et nous aurons la possibilité de recevoir Irène Tembe sur ce plateau pour la situation financière de tous ces cas. Stéphane découvre le pire lorsqu'il veut vider sa vessie. Mon iris, quand les urines voulaient venir, je ressentais une douleur atroce. Cela m'empêchait même de soulever encore les pas là où j'étais. Mon ami avec qui j'étais a demandé que mais qu'est-ce qui ne va pas, Stéphane? Il dit que vraiment, j'ai fait avant qu'il maintenant lui mettait au courant qu'il est comme ça. J'ai fait un accident le matin quand je venais en classe. Actuellement, il m'a dit que je me déshabille. Je me rends compte que j'avais l'inflammation au niveau de mon appareil génital. Mon testicule, tout s'était enflé. Et au bout de mon pénis, c'est le sang qui venait. Directement, il a emprunté une moto pour m'amener à la maison. C'est de la maison maintenant qu'on m'amène à l'hôpital d'urgence. Ma colonne vertébrale, il y a de cela 8 ans aujourd'hui.
Et cette balle, n'est-ce pas, est présentement dans mon dos. On ne l'a pas encore extraite. Ça fait tellement mal. Et ça a créé beaucoup de dégâts. La balle a touché le nerf sciatique qui m'a paralysé des reins jusqu'aux pieds. Des hanches jusqu'aux pieds. Je n'ai plus la sensibilité. Le jeune de 27 ans, pourtant brillant à l'école, aura été vite dérouté de ses objectifs pour rallier la mauvaise compagnie qui l'a entraîné dans la rue. Et on était toujours en groupe. La nuit, on dormait toujours en groupe. Jusqu'à ce qu'un matin, dans des circonstances que je ne comprends pas, la police débarque et subitement les gens se mettent à décaler, à fuir. Apparemment, on recherchait quelqu'un. Et nous aussi, on se met à fuir, mes amis et moi. C'est là où pendant ma fuite, je me retrouve au sol. Je ne sais pas pourquoi je suis au sol. Non, je me relève, j'essaie de me relever, il n'y a pas moyen. C'est là où je constate qu'une balle m'a pris au dos. Et c'est comme ça là que je me retrouve handicapé. La conséquence de cette délinquance est depuis lors le lourd fardeau que porte son papa à la retraite depuis bientôt 5 ans. Il a commencé à fuir l'école, là où je l'avais inscrit. Moi-même, je suis enseignant. Et je sais déjà que c'est par l'école qu'on pourrait devenir quelqu'un de demain. Donc j'attachais beaucoup de prix à son éducation. Et je ne sais pas, ce genre de personnes qu'il a rencontrées et qui l'ont détourné totalement de ce que moi je voulais pour lui. Non seulement nous avons dépensé tout ce qu'on avait, mais chaque matin, il faut pouvoir porter ces excréments pour aller jeter. Et il faut pouvoir le laver parce que lui-même, il est invalide là, il ne peut rien faire. On lui donne tout. Vraiment, cette situation me met tellement mal à l'aise et toute la famille. Ma maison du village, je l'ai vendue. C'est pour cette raison que depuis ma retraite, je ne suis pas rentré au village. Parce que je n'ai plus de maison au village, je l'ai vendue, ma maison du village, pour essayer de l'aider. Mais en vain, les choses ne font que s'empirer. Nous, on est à bout de force, à bout de moyens. Gustave traîne une balle dans le dos depuis 8 ans. Et les dégâts causés par ce corps étranger sont énormes. Ça m'a créé une incontinence urinaire. J'ai 2 tuyaux pour pouvoir uriner. Et ça a créé des dégâts à la suite de l'opération, au point où le pus coule sur l'endroit où on a opéré pour mettre la 2e sonde. Ça crée des insomnies. Je n'arrive pas à dormir, beaucoup de douleurs. Il y a aussi les escarres que j'ai aux fesses. Vraiment, si je vous montre ça, avec les escarres que j'ai aux pieds. Les escarres aux fesses, on a traité une fois, ça a fin de finir, c'est encore revenu. Quand je me couche donc à plat ventre pour que les escarres finissent aux fesses, le genou, comme c'est appuyé sur le lit, les escarres attrapent le genou. Actuellement, il y a un creux là, jusqu'à on voit la rotule. Durant toutes ces années, passées dans des formations sanitaires du pays, Gustave a réussi à tricher les techniques de pansement des blessures menées par le personnel soignant. Depuis lors, il s'occupe des escarres qui ont détruit ses fesses à cause de l'immobilisme, ses membres inférieurs ayant été paralysés par la balle qu'il a reçue.
faut faire les pansements chaque fois, mais c'est pas évident. J'essaie de me battre un peu comme je peux pour pouvoir faire le pansement. En attendant, trouver une bonne solution. Vraiment, les douleurs sont invivables et ça se complique de jour en jour. Parce que vraiment, quand je reste comme ça, là, je ne fais pas ce qu'il faut pour pouvoir pallier à la situation. Ça se complique plutôt. La sensibilité, j'ai perdu au point où les souris, même quand je dors la nuit, mangent mes pieds. Parce que je ne ressens pas, je ne sens rien aux pieds, je n'ai pas de sensibilité. Bon, ils percent les chaussettes, ils mangent. C'est le matin que je me rends compte que j'ai les blessures aux pieds parce que je n'ai pas de sensibilité là. Le jeune homme fonctionne avec 2 sondes. La première placée il y a environ 8 ans a dû créer des infections. Et la seconde sonde placée, mais avec trop de peine et davantage la source de ses malheurs. C'est une sonde transurétrale. Et le fait que ça reste là-bas longtemps, ça crée des infections. Et il fallait trouver un palliatif. Il était donc question de faire ce qu'on appelle une cystostomie. C'est-à-dire, on devait percer en dessous du nombril, ça entre directement dans la vessie pour canaliser les urines de ce côté et supprimer maintenant la sonde qui passe par l'urètre. Mais quand on a fait l'opération, la vessie est restée ouverte. Ce qui fait qu'au lieu que les urines soient canalisées juste par la sonde qu'on a posée, les urines se versent par mon ventre, se versent par le ventre. Et à un bon bout de temps, le pus aussi a commencé à couler. Je ne sais pas ce qui se passe dans le ventre là, mais le pus coule. Ça coule excessivement. Une partie passe par le tuyau, et une autre partie se verse sur mon corps, se verse sur le ventre. Je suis obligé de faire les bandages journaliers pour retenir le pus. Gustave a eu à confesser Jésus-Christ. Gustave a connu la conversion. C'est quelqu'un qui a totalement changé. Le jour où on l'a baptisé, j'étais dans les eaux de baptême avec lui et ce processus a complètement changé sa vie. Il a changé dans sa manière d'être avec ses parents, avec son entourage. Voilà le cas de Gustave qui vit avec une balle dans la colonne vertébrale depuis 8 ans aujourd'hui. Irine Tembe, c'est un autre cas social. Très triste. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons donner les différentes contributions qui ont été faites. Bienfaitrice de Newton Aéroport, 30 000 francs. Kwam Déborah de l'Angleterre, 30 000 francs. Fondia Martine, 20 000 francs. Anonyme, 5 000. Anonyme, 20 000. Et Kanen Doumbet Daniel, 5 000. Une famille bienfaitrice à Kribi, 50 000. Bienfaiteur de Yaoundé, 50 000. Madame Djokam, 10 000. Une chrétienne de Yaoundé, 11 000. Steve de la Cité Sikh, 5 000. Judith Feuzeux, 5 000. Une chrétienne du lycée de Biémassi, 1 000 francs. Mama Hélène, 1 600. Bienfaitrice, 1 000 francs. Yoba Bernard, 5 000. Tagam de Lorpom, 5 000. Famille Choumi de Bangé, 5 000. Une âme de bonne volonté, 5 000. Ludovic de Lorbaba, 8 000. Maman Maté, 5 000. Le fils de Jésus, 5 000. Gakamia Thierry, 30 230 francs. Sébathieu Ambroise, 10 500. Madame Manga de Boya, 10 000. Koba Nadège, 2 000. Famille Toumara de la Guinée équatoriale, 10 000. Yongwa Alain, 10 000. Bienfaitrice, 5 000. Kamene Yumbi, 5 000. Famille Fobidjon, 5 000. Une bienfaitrice de Douala, 20 000 francs. William Capseux, 4 000. Gervais Mabo, 10 000. Une âme de bonne volonté, 200 000. Tchahe Rose, 5 000. Maman Jeannette, 1 000 francs. Une chrétienne DM à Damas, 1 000 francs. Famille Fossi, 20 000. Un bienfaiteur, 20 000. Mama Choupa Christiane, 2 500. Une famille chrétienne de Bonabéré, 5 000. Madame Dimo Romaric, 2 600. Ngange Kamge Magua, DG de APS Security, 5 000. Ozele, 2 700.
Ndjekam 1000 francs. Monsieur Ngifo de Douala 30 000. Yannick Martial Zanguet 1200. Elsa Ariane Gailleux 1000 francs. Ngetsa Sinin Idriss Anderson 1500. Uvette Sevidzen 5000. Ndjemeni Flavienne Dieudonné 2000. Nathalie Simo 5000. Cordo de Monjo 5000. Guillaume Kwen 2000. Maman 2000. Yumbisi Rosine 2000. Bertin Dialon 500. Inconnu 10 000. Bienfaiteur de Ngousso 3 000. Serviteur inutile 2 000. Anonyme 500. Marcelin Bienfaiteur de Bamenda 3 000. Mamie Mata de Palmier 3 000. Ansela Kawe 10 000. Monsieur Samuel depuis Mélène 5 000. Lobé et Bonguet Jean Daniel Rameau 10 000 francs. Bienfaiteur de Noubel 1000 francs. Enfant comblé 2 000. Adjon Georges Family 2 000. Jésine de Banguet 5 000. Bon Kenven Nancy Déselamonio 2 000 francs. Jean-Rodrigue Deyounou 3 000. Zita 3 000. Brice Chuo Takwete 2500. Théophile Notsao 5 000. Théodore Zegwe 5 000. Souleymane Tchare 3 000. Bonaventure Kamaken 4 500. Claudine Takumbesem 5 000. Nganka Mayo Sandrine 10 000. Flore depuis Dedo 500. Michel Zali Loïc 2 000. Roussel Perrier Melon Donguet 2 000. Sokunju Raymond Pierre 1000 francs. Théophile Momene 1000 francs. Eder Boris Dioke Kamga 2 000. Fetse Koubouem Denis Laurent 2 000. Inès Nadège Senjo 2 000. Elise Amel Mefango, épouse Défaut 2 000. Lynn Tatiana Mako 3 000. Vicial Lissa Kamchoy Somga 2 000. Je Boné Youmeni 2 000. Thomas Etoke Titi 1000 francs. Serge Aimé Moulium 2 000. Aimé Cogné 1000 francs. Jean Bosco Tefan 2 000. Alès Gérard et Tafret 500. Georgette Fonmosso 1000 francs. Blaise Dominique Gompé 5000. Lucie Jacobine 1000 francs. Maureen Bonguet Mussi 2000. Germain Yannick 5000. Nous avons un montant pour le cas de Gustave de 815 830 francs CFA. Voilà ce qui est donc pour Gustave, qui est un autre cas social passé sur les antennes d'Equinox Télévision dans le cadre de cette émission Regard Social justement. Il en faut davantage pour sa prise en charge. Tout à fait, il en faut davantage pour sa prise en charge. Et nous invitons nos chers bienfaiteurs à mettre la machine de la solidarité en marche via les numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran, à savoir le 690 50 50 94. Très bien, et sur ce plateau, nous avons des invités. Il s'agit bien entendu de Augustine Baïna, voilà, qui est la présidente de l'association Amour et Charité. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Vous n'êtes pas seul, vous êtes avec monsieur Happy Israël. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Amour et Charité, c'est une association. Tout à fait, c'est une association à but non lucratif qui se permet d'aider les démunis. Voilà, nous sommes en voie de légalisation actuellement. Nous ne faisons pas beaucoup, mais nous faisons avec le peu que nous avons. D'accord, vous avez choisi quelques cas, notamment le cas de Gustave. Gustave. Oui, qu'on vient de regarder sur l'écran. Moi, personnellement, ça m'a beaucoup touchée parce que c'est un cas, malgré tout, même à son plus pire ennemi, on ne pourra pas souhaiter cela. Alors, l'association et moi, nous avons décidé de faire cet élan de cœur, de donner notre modeste contribution, qui est cette somme de 80 000 francs. Voilà. Et je tiens aussi à préciser qu'une fois arrivé sur le plateau, ayant vu le cas de la petite merveille, j'ai vraiment pas les mots. Mais j'invite toute personne ayant la volonté d'aider son prochain à faire un geste pour tous ces cas sociaux que nous retrouvons ici. S'il vous plaît. D'accord. Merci.
d'être venu sur ce plateau. Allez, Irène Tembe qui se charge justement de dire un mot. Oui, avec le montant de 80 000 francs CFA, nous nous retrouvons à un montant de 895 830 francs pour le cas de Gustave. Et nous disons déjà merci à l'association Amour et Charité. Et nous continuons à dire à nos chers bienfaiteurs, il en faut davantage pour que Gustave soit guéri de ses escarres, qu'il soit également comme... C'est vrai, ça ne sera pas pareil, mais au moins qu'il ait la santé, qu'il ait cette joie de vivre comme vous et nous sur ce plateau. Monsieur Happy Israël, merci d'être venu. Vous êtes le seul homme parmi les femmes, on va le dire. Non. Moi, je ne suis pas le seul homme parmi les femmes. Nous sommes deux dans l'association. Vous voyez, pour encadrer les femmes. Pour encadrer les femmes. D'accord. Il y a mon collègue qui est là, mais il est occupé par le boulot. D'accord, merci. Merci à vous d'être venu sur ce plateau, partager avec nos téléspectateurs également. Et c'est toujours parce que vos cœurs ont été touchés par des cas qui ont été présentés dans le cadre de cette émission Regard Social. Nous allons vous dire merci d'être venu. Merci également à nos chers téléspectateurs qui sont restés avec nous et surtout à toute l'équipe qui m'a accompagné à la réalisation de cette autre édition. Georges Mitterrand, Cédric Nana, Eric Watat, Cédric Chouna, Danny Warren Zede qui est le réalisateur de cette émission Regard Social. Nous disons merci à Samuel Tchoufa, le chef opérateur de cette émission également. Merci au grand public qui est avec nous comme tous les jeudis. Madame, Messieurs, Flavien Dongo, je signe. Bonsoir.